Voilà, donc on va parler de maintenant des essais de trouver des molécules qui puissent être efficaces sur les mutations de type 2 et les mutations de type 3 ou 4, disons. Donc, les mutations, pour les mutations de type 2, on va dire qu'on cherche des correctors, parce qu'il s'agit de corriger la protéine pour qu'elle puisse aller à la membrane, alors que pour les classes 3 et 4, on va chercher des potentiators, parce que finalement, cette protéine, elle est à la membrane, mais elle n'est pas efficace, donc on va essayer de stimuler, de potentialiser son efficacité. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a une stratégie dont tout le monde parle, mais souvent on se demande combien de fois y a-t-il eu du succès. C'est ce qu'on appelle la stratégie de criblage de molécules chimiques à très haut débit, le high throughput screening. Et ce que vous faites, le plus important dans ce type de... Enfin, il y a deux choses très importantes dans cette stratégie de criblage. C'est d'une part d'avoir un test cellulaire ou quelquefois biochimique, mais en général c'est des tests cellulaires, qui est suffisamment reproductible, suffisamment automatisable pour pouvoir être répété des dizaines ou même des centaines de milliers de fois avec des composés différents de manière reproductible. Parce que dans ce type de choses, qu'est-ce que vous allez? Vous allez prendre ce qu'on appelle des librairies de produits chimiques qui sont disponibles, notamment dans toutes les grandes industries pharmaceutiques ont de telles librairies. C'est des composés qui, en général, pour la plupart d'entre eux, sont des variations autour de composés qui ont déjà montré leur efficacité thérapeutique ou leur intérêt thérapeutique, ou aussi on fait de la variabilité à partir de blocs de fonctions chimiques diverses. Et comme ça, il y a, ou ça peut être aussi des produits naturels. Hein. Vous pouvez avoir des produits qui sont extraits de champignons ou de choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des librairies de composés. Et vous avez des librairies comme ça où vous avez plusieurs centaines de milliers de composés différents. Et donc, vous allez vous essayez de déviser un test spécifique de la fonction que vous voulez étudier, un test automatisable, un test, donc, comme j'ai dit, très reproductible, et qui va vous permettre de tester plus de 100 000 composés différents pour voir est-ce qu'il y a parmi ces composés certains, ce qu'on appelle des hits, qui vont avoir un effet dans le sens que vous souhaitez, de stimulation ou d'inhibition de telle ou telle fonction cellulaire sur le test que vous allez construire. Et là, alors une fois que vous avez un hit, ce qu'on appelle un hit, vous avez testé ces composés simplement à une seule dose, hein, parce que vous n'allez pas multiplier 100 000 ou 150 000 composés fois 10 doses. Mais une fois que vous avez 10, 20 ou 50 hits, vous allez affiner, vous allez voir est-ce qu'il y a une réponse en fonction de la dose, parce que s'il y a une réponse qui est faible pour une dose forte, ça ne sera probablement pas très intéressant. Et éventuellement après, s'il y a vraiment un composé reproductible qui, du point de vue toxicité, dans les premiers tests, soit des tests de toxicité ont déjà été faits, soit en tout cas des premiers tests indiquent que ce n'est pas une molécule particulièrement toxique, vous allez éventuellement faire des variations sur le thème de la structure chimique de cette molécule pour essayer de voir si vous trouvez des molécules qui sont encore plus efficaces.
Donc, il faut avoir un bon test. Dans ce cadre-là, ça va être un test cellulaire, parce qu'un canal chlore, c'est quelque chose que vous ne pouvez mesurer que dans un environnement cellulaire. Vous ne pouvez pas mesurer l'activité d'un canal chlore avec une protéine purifiée. Il a besoin d'être dans la membrane pour fonctionner. Donc, il faut que ça soit un test cellulaire. Et donc, un premier papier en 2005 d'Américains et Canadiens, de Toronto notamment, qui met au point un test cellulaire qui a ces capacités-là et qui utilise ce test cellulaire pour cribler 150 000 composés chimiques différents. Alors juste, je ne vais pas faire beaucoup sur les détails techniques, mais simplement parce que je trouve que c'est assez élégant et puis ça montre de nouveau quelque chose que moi me touche beaucoup, c'est l'utilisation des fluorescentes protéines, parce que je trouve que c'est une belle histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent des cellules, des cellules épithéliales en culture, et qu'ils ont transfectées, c'est-à-dire qu'ils font exprimer dans ces cellules à la fois la mutation delta F 508 CFTR, mais ils mettent aussi, ils font exprimer une protéine de la classe des green fluorescent protein, mais là c'est une yellow fluorescent protein, et une yellow fluorescent protein dont la fluorescence dans ce type de longueur d'onde est dépendant de la présence d'ions halogènes, type chlore ou type iode. Et donc, la fluorescence est modulée, parce que cette protéine est sensible à la concentration en ions, notamment dans ce cadre-là en iode. Comme le CFTR n'est pas uniquement spécifique du chlore, mais peut transporter aussi de l'iode, qui est un halogène, si vous voulez, ils vont donc co-transfecter le YFP, donc Yellow Fluorescent Protein, et la protéine CFTR mutée. Il rajoute les composés à tester. Ensuite, il rajoute un inhibiteur de phosphodiesterase donc, qui stabilise l'AMP cyclique d'une part, et la génistéine, qui est une molécule qui en fait agit comme potentiateur, qui n'a pas une efficacité suffisante pour être utilisée du point de vue clinique, mais dans un potentiateur du canal. Et donc, ce qu'ils vont mesurer, c'est la fluorescence de la YFP, parce que selon qu'il y a du CFTR qui est à la membrane ou pas, il va y avoir de l'iode qui va pouvoir rentrer et stimuler ou pas la fluorescence de la YFP. Donc vous voyez, alors pourquoi je trouve ça intéressant cette histoire de YFP, parce que j'aime toujours raconter cette histoire, que quand même ces fluorescent protéines, ça vient au départ d'un Japonais qui s'intéressait à savoir pourquoi certaines méduses fluorescent, et il a passé une dizaine d'années à essayer je dirais, préparer des broyats de centaines de kilos de méduses pour arriver à isoler et à purifier cette protéine fluorescente qui était la green fluorescent protein. Il a finalement purifié, étudié sa structure, compris pourquoi cette molécule fluoresçait. Et puis après, d'autres ont vu qu'on pouvait utiliser ces protéines comme marqueurs du trafic de protéines dans la cellule. Et puis un troisième, il s'appelle Roger Tsian, a vu qu'on pouvait bricoler la protéine verte pour en faire des protéines qui fluorescent dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu,
faire tout un arc-en-ciel et de faire aussi ces protéines dont la fluorescence va dépendre de l'environnement. Par exemple, sensible aux halogènes, et c'est seulement quand il y a de l'iode que ça va... je dis toujours que si ce Japonais, qui a quand même eu le prix Nobel de chimie, avait dit au départ qu'il voulait savoir pourquoi les méduses fluoresçaient, parce que ça serait important pour la recherche sur le cancer, la recherche sur la mucoviscidose ou la recherche sur n'importe quoi, on lui aurait dit « Monsieur, vous n'êtes pas bien ». Et en fait, il n'y a pas un seul laboratoire dans le monde de biologie cellulaire qui n'utilise pas à l'heure actuelle cette armada de fluorescentes protéines. Ça, c'est juste pour dire que quelquefois, il y a des choses d'une importance majeure pour toute la recherche médicale et qui viennent au départ de recherches qui n'avaient de stricte curiosité et qui n'avaient strictement aucun désir d'application. Voilà. Donc, il teste 150 000 composés et ils obtiennent, je crois, quelques dizaines de hits appartenant à plusieurs classes chimiques de correcteurs et qui, effectivement, dont ils mesurent aussi après, sur d'autres tests, qu'ils stimulent du point de vue électrophysiologie, le transport qu'on peut mesurer en électrophysiologie cellulaire, le transport de chlore. Et il disait cette correction durait, enfin, on la voyait de 3 à 6 heures après l'application de la drogue et persistait pour plus de 12 heures. Et ils ont pu voir que cette correction était corrélée avec le fait que la protéine delta F508 apparaissait à la membrane cellulaire et était glycosylée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils ont obtenu un certain nombre de hits, de molécules intéressantes, et il y en a au moins une qu'ils testent aussi sur des cellules bronchiques, d'épithélium bronchique humain, pour montrer de nouveau que ça corrigeait le défaut de transport de chlore dans ces cellules venant de patients homozygotes pour la mutation delta F508. Et il conclut des petites molécules, des correctors, pourraient être utilisées ou intéressantes pour le traitement de la mucoviscidose qui est causée par la mutation delta F508. Et comme je vous rappelle, dans les populations européennes, 90% des patients ont au moins un des deux allèles qui est delta F508. Donc 2005. En 2006, un papier très similaire, simplement c'est un autre modèle cellulaire. Là, ils vont tester, je crois, aussi 160 000 composés. Et là, ils ont fait en fait deux types d'essais. Un essai pour trouver des correcteurs, donc ceux qui vont apporter les protéines qui restent stuck, qui n'arrivent pas normalement à la membrane pour essayer de les faire exprimer à la membrane, et aussi des molécules potentiatrices, c'est-à-dire qui vont augmenter l'activité, parce qu'on savait déjà par exemple que delta F508, si on arrivait à la faire aller à la membrane, n'était quand même pas super efficace, donc on aurait besoin de booster son efficacité. Donc il trouve dans la first class donc, des molécules qui corrigent le trafic et facilitent la sortie du réticulum endoplasmique et restaurent la présence de transport de chlore à la membrane, disons à au moins 10% de celle qui est observée dans des cellules normales. Et comme il dit, ça devrait être quand même bénéficiaire. Et puis une seconde classe de composés potentiateurs qui potentialisent le gating, c'est-à-dire l'ouverture de ce canal chlore, et qui permettent d'obtenir une activité
par canal qui est similaire à celle de la protéine normale. Et ce qu'ils disent, ils concluent en plus, ces deux mécanismes ont des effets additifs, et donc ça suggère qu'on pourrait avoir effectivement basic genetic, quelque chose d'intéressant du point de vue thérapeutique. Bon, je crois que là, je ne vais pas aller dans le détail. Donc c'est un autre test cellulaire, et notamment, lui, il n'est pas basé sur la présence sur l'utilisation d'une YFP, mais il utilise quand même une molécule qui est sensible à... alors, où est-ce que c'est non, la forscoline, c'est un inhibiteur de la phosphodiesterase. Donc ça, c'est simplement pour que l'activation par le cyclique AMP... voilà, c'est un voltage sensitive assay. Voilà, c'est entre un colorant qui est sensible au voltage, c'est-à-dire qui va être sensible à la différence de potentiel liée au transport de chlore à travers la membrane, et une autre composé qui est dans la membrane et qui lui est aussi fluorescent, et c'est ce qu'on appelle une technique de Fret, quand vous avez deux molécules qui fluorescent, qui sont côte à côte, vous avez des transferts d'énergie, ce qu'on appelle fluorescence resonance energy transfer, ce qu'on appelle la technique de Fret, et qui vous permet de dire que telle molécule est près de telle autre. Et donc, si vous voulez, de nouveau, c'est un test, simplement un test d'imagerie. C'est de la biologie cellulaire assez sophistiquée. Et l'imagerie, ça a cet avantage que si vous avez vos cellules dans des tas de petits puits, dans chaque puits, vous mettez un composé, et vous pouvez mesurer par imagerie l'intensité de fluorescence dans chaque puits. Donc c'est de nouveau un test qui peut être fait de manière très automatisée. Voilà. Donc, et alors oui, juste une chose, tous les auteurs, alors que le papier précédent, c'était des auteurs universitaires, là, tous les auteurs, ouais, ça c'est le papier précédent, viennent de cette boîte qui venait d'être créée, qui s'appelle Vertex Pharmaceutical. C'est par quelqu'un qui a été créé par quelqu'un qui était déçu, qui travaillait chez Merck, et qui avait été déçu de la stratégie de Merck pour développer des nouvelles molécules, et donc il a décidé de fonder une nouvelle boîte, donc Vertex. Et donc vous voyez, tous les auteurs viennent de Vertex. Et il publie en 2009, novembre 2009, un papier en disant, voilà, on a en particulier, à partir de ce screen, etc., on a obtenu des hits qu'on a ensuite affinés comme dit, faisant des variations chimiques au départ pour essayer de trouver quelque chose de plus efficace. Et nous décrivons ici la pharmacologie de VX770, Vertex 770, et qui augmente l'ouverture, la probabilité d'ouverture du canal chlore CFTR, à la fois dans des cellules où il y a la delta F508, mais aussi dans les cellules, et surtout, je dirais, dans les cellules qui ont une mutation G551D, cette mutation de type 3, qui est une mutation d'ouverture du canal chlore, où le contrôle de l'ouverture du canal chlore ne se fait pas. Et ils disent, ça, dans ce système cellulaire, donc de culture d'épithélium bronchique venant de patients avec CF, soit ayant la mutation G550D
soit la F500, donc, qui ont la G551D au moins sur un allèle et la F508del sur l'autre, ça stimule l'activité du canal chlore de 10 fois. Donc ça, c'est vraiment un succès fou. Et donc, enfin, très important. Et donc ça, c'est donc une molécule potentiatrice. Et donc, de nouveau, ça suggère que cet agent pharmacologique pourrait restaurer, ou en tout cas augmenter la fonction de CFTR. Voilà, donc ça c'est novembre 2009, mais en fait ils avaient attendu de publier ce papier, il était déjà, comme il disait, cette molécule était déjà en essai clinique, puisque 2 ans après, dans le New England, cette même molécule, donc VX 770, qu'on appelle maintenant Ivacaftor, Caftor pour CFTR, donc un essai randomisé double blind sur des sujets de plus de 12 ans et qui ont au moins une mutation G551D. C'est une mutation relativement rare. En France, ça concerne à peu près, je crois, 3 ou 4% des patients. Je crois que dans d'autres pays, ça va jusqu'à 5%, mais c'est jamais plus que 5% des patients qui ont une mutation 551D. Et donc là, vous voyez de nouveau, pour avoir les 84 patients qui ont au moins un allèle 551D, ça, et donc un test sur 48 semaines. Et là, le primary endpoint, le test d'efficacité, c'était effectivement ce test d'expiration, du volume d'expiration forcé en 1 seconde. Donc c'est vraiment un test fonctionnel, c'est quelque chose qui regarde la fonction du poumon et pas une espèce de biomarqueur sur l'activité du canal dans l'épithélium nasal. Et donc il disait que Ivacaftor montrait une amélioration de la fonction du poumon déjà à 2 semaines et qui était conservée à travers les 48 semaines. Il y avait aussi une amélioration sur le risque d'avoir des aggravations pulmonaires, des symptômes respiratoires que les patients décrivent, et aussi même du poids. Donc ça voulait dire qu'ils étaient en meilleure santé et la concentration de chlore dans la sueur. Donc vraiment là, un essai clinique très encourageant et qui conduit est confirmé d'ailleurs par d'autres études de phase 3 sur 144 patients qui confirment ces résultats, et également une étude chez les patients plus jeunes, résultats similaires. Et donc la Food and Drug Administration approuve l'utilisation de l'Ivacaftor début janvier 2012 pour les patients atteints de mucoviscidose de plus de 6 ans portant au moins une mutation G551D. En juillet 2012, l'AMM a été obtenue en France et une amélioration du service médical rendue importante a été rendue par la commission de transparence. Ça veut dire que vraiment on estime que c'est une bonne molécule et il faut vraiment estimer que c'est une bonne molécule parce que le seul petit problème de cette molécule, c'est que le coût du traitement est estimé à 300 000 $ par an aux États-Unis, 300 000 € par an en France, par patient, par an. Et sachant que vous avez besoin de ce canal chlore tout le temps, ce n'est pas comme quand vous avez, je sais, une maladie infectieuse ou éventuellement un cancer. Si vous arrivez à vous débarrasser de ce cancer, vous n'avez pas besoin de poursuivre le traitement tout le temps. Tandis que là, votre mucoviscidose, vous l'avez tout le temps. Et donc, c'est une très bonne molécule, mais
En France, je crois qu'on estime à 3%, environ 80 patients, le nombre de patients qui ont la mutation G551D. Et je crois qu'il y a quelques autres mutations plus rares dont on peut penser que probablement elles répondent aussi. Et puis, ce problème du coût du traitement, c'est discuté aussi dans ce papier de 2013. Alors, il semble que, par exemple, Vertex propose en fonction des assurances des gens, en fonction du revenu des gens, de faire si c'est des gens qui n'ont vraiment pas de sous, on leur fait le truc pour moins cher. Mais ça pose un problème et ça va dépendre aussi, même par exemple aux États-Unis, d'un État à l'autre. Par exemple, ici, on vous explique que Ivacastor is available at no cost, donc pour des patients sans assurance et qui ont un revenu de moins de 150 000 $ par an. Il y a aussi des assistances pour des gens qui ont des assurances commerciales, mais ça n'est pas applicable aux résidents du Massachusetts. Enfin, vous voyez ce genre de truc où voilà, ça coûte tellement que la question c'est est-ce qu'on va payer, qui va payer? Et donc c'est tout un problème. Bon, mais voilà, c'est 3-4% des patients. Reste delta F508. Et toujours de la même Vertex, un article dans PNAS, in vitro, ils ont une molécule qu'ils appellent VX809 et qui, elle, est une molécule de type corrector et qui, dans les tests cellulaires in vitro, montre que effectivement, ça permet à une partie de la protéine avec la mutation delta F508 d'arriver à la membrane et d'avoir un niveau d'activité du canal chlore qui est à peu près 14% de celle de cellules épithéliales normales. Et 14%, ça serait transformer une mucoviscidose très sévère en une mucoviscidose beaucoup moins sévère, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est en novembre 2011 sur les cellules. Alors pour ça, hein, de nouveau, ils ont testé 164 000 molécules et ensuite ils ont vraiment fait tout ce processus d'optimisation parce qu'ils étaient partis d'un hit qui était VRT 768 et maintenant ils sont à 809. Voilà, ça c'était la molécule de départ, ça c'est la molécule, je dirais, améliorée. Et c'est intéressant pour voir un peu l'amélioration. La molécule de départ, le hit de départ, il était actif à 6 micromolaires de concentration. Celui-là est actif à une concentration beaucoup plus faible, 0,1 micromolaire. Donc ça, c'est très bien. Il stimulait ici 2,5 fois. Celui-là stimule 7 fois. Et ici, il y avait un effet qui ne disent pas sur le transport de chlore. Ici, stimulé 5 fois. Donc, ils ont bien amélioré leur molécule. Donc ça c'est toujours PNAS, je vais passer, ah oui, voilà, pardon, la deuxième partie, c'est en parallèle, évidemment, une étude phase 2A. Donc phase 2A, c'est à la fois pour voir est-ce qu'il y a une efficacité, mais ce n'est pas vraiment encore l'efficacité clinique, c'est plutôt l'efficacité sur des biomarqueurs surtout, et puis l'absence de toxicité, etc. Donc une phase 2A sur VX809 chez 89 patients qui sont homozygotes pour delta F508. Il suggère par les mesures de chlore qu'il y a une amélioration de la fonction CFTR dans les glandes sudoripares, mais il n'y avait pas d'amélioration statistiquement significative de la fonction
ni dans l'épithélium nasal, ni du point de vue fonction pulmonaire ou sur ce que les patients reportaient de symptômes pulmonaires. Donc, c'est pas terrible parce qu'effectivement, il y a juste finalement un effet biologique, si vous voulez, sur le transport de chlore dans les grandes glandes sudoripares, mais pas vraiment pour le moment sur la fonction pulmonaire. Voilà. Alors, comme on savait que CFTR, delta F 508, même si elle arrive à la membrane, elle n'est pas très efficace, ils se sont dit, bien évidemment, si on combine un correcteur et un potentiateur, c'est-à-dire quelque chose qui permet à la protéine mutée d'arriver à la membrane et ensuite quelque chose qui potentialise son activité une fois qu'elle est à la membrane, et c'est notamment l'ivacaftor, est-ce qu'on a des meilleurs résultats en donnant les deux? Donc, nouvel essai clinique, phase 2, randomisé, contrôle, etc., toujours Vertex, sur au départ une première cohorte de 64 patients et une deuxième cohorte de 96 patients, 96 plus 28 patients, soit des homozygotes delta F508, soit des hétérozygotes, et diverses cohortes parce qu'ils ont testé différentes combinaisons, différents dosages, etc. Mais résultat des courses, il y a un effet assez modeste sur l'aspect fonctionnel pulmonaire, donc l'expiration forcée, mais uniquement dans la cohorte 2, donc une cohorte 2, donc significantly improved FEV1. Par exemple, une cohorte 3, il n'y avait pas de différence. C'était notamment une cohorte où il y avait des hétérozygotes, donc il n'y avait pas uniquement delta F508. Donc il n'y avait pas d'effet sur les patients hétérozygotes. Donc il dit on montre des résultats qui indiquent que la combinaison lumacaftor et ivacaftor améliore le test d'efficacité pulmonaire chez les patients homozygotes, avec un effet modeste sur la considération de chlore de la sueur. Et ceci suggère qu'il faut aller explorer mieux cette combinaison lumacaftor et ivacaftor. Donc disons, c'est quand même, en tout cas, le lumacaftor, qui est ce Vertex 809, à lui tout seul, visiblement, pas vraiment d'effet. Un effet faible quand on donne les deux molécules en même temps, mais quand vous donnez deux molécules en même temps, vous pouvez vous dire comment est-ce qu'on va doser l'une, comment est-ce qu'on va doser l'autre, comment on les a, ça complique les choses. Et puis, dernier papier, deux papiers dans le même numéro de Science Translational Medicine, qui est une très bonne revue en juillet 2014, deux articles, l'un des États-Unis et puis l'autre, je crois, du groupe canadien, et qui sont d'accord pour dire la même chose, que, en fait, dans les tests, en tout cas cellulaires, sur des cellules provenant des cellules d'épithélium bronchique provenant de patients soit avec G551D, soit avec delta F508, il confirme que l'ivacaftor a bien une bonne action sur la mutation G551D, mais ce qu'ils disent, c'est que la coadministration, donc dans ce test cellulaire au niveau chronique, du correcteur et du potentiateur, c'est-à-dire de 809 et 770, donc lumacaftor, en fait, a un effet détrimental sur la correction
de la présence de CFTR à la membrane et sur l'efficacité chlore. Et ce qu'il conclut, les deux papiers, celui-là, vous voyez, le potentiateur Ivacaftor supprime la correction pharmacologique de delta F508 CFTR dans la CF, et l'autre, c'est la même chose. Des potentiateurs, y compris l'Ivacaftor, VX770, diminuent l'expression fonctionnelle de delta F508, c'est-à-dire qu'en fait, ces molécules, au lieu d'avoir un effet additif, en tout cas dans ces tests cellulaires, ont au contraire un effet antagoniste. Et donc, ce qu'il suggère, c'est que, effectivement, ces choses sont très complexes parce qu'on agit sur le métabolisme de la protéine, sur le repliement de la protéine, et il suggère qu'il y a besoin de plus d'optimisation et peut-être de nouveaux types de potentiateurs pour vraiment maximiser le bénéfice. Mais donc ça veut dire, à la fin, qu'on a maintenant effectivement une bonne molécule qui est l'Ivacaftor pour les 3 ou 4% de patients en France qui ont la mutation G551D, et que pour les 90% de patients qui ont au moins un allèle delta F508, eh bien, on n'a toujours pas de choses actives. Et ceci, 89 découvertes du gène. Et vous voyez, c'est quand même... c'est la très belle science que ces gens ont fait. Hein, que ce soit Vertex ou les gens qui ont fait ces recherches à haut débit, etc. Mais, de nouveau, la biologie, c'est compliqué. Voilà, alors je vais terminer, j'irai peut-être plus vite, par une autre histoire de canal, Canal+, donc, mais cette fois-ci de canal sodium. Et c'est pour illustrer, alors là c'est beaucoup moins avancé du point de vue clinique, mais je trouve que c'est un exemple intéressant où des maladies ultra rares permettent de cibler un mécanisme, un gène, une protéine, qui pourrait être une cible thérapeutique pour des problèmes beaucoup plus communs. Et là, c'est les problèmes de la douleur, qui, comme vous le savez, on a des analgésiques, mais on a des analgésiques qui marchent très mal pour certains types de douleurs neuropathiques, etc. Et donc, les travaux sont notamment, pas uniquement, mais beaucoup de ces travaux sont dus à un personnage assez particulier, un grand généticien médical qui s'appelle Michael Hayden. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu. Et donc, je me suis inspiré notamment de cet article de revue qu'il a publié en 2012 dans la revue dont il est l'éditeur, qui est les maladies mendéliennes touchant à la douleur, une clé pour la découverte et la validation de nouveaux analgésiques. Alors, qu'est-ce que sont ces maladies? C'est la primary erythermalgia. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des gens, et ça commence à l'enfance, qui, quand il y a des changements de température, vont avoir des douleurs très fortes, et notamment, par exemple, dans les pieds, dans les jambes, etc. Et je me rappelle d'avoir entendu une fois quelqu'un qui parlait de cette maladie, et n'est-ce pas, c'est des gosses, quand tout d'un coup il faisait froid, qui avaient très très mal, donc ils disaient je ne veux pas aller à l'école, j'ai très très mal. Alors on pensait qu'en fait, n'est-ce pas, ils racontaient des histoires pour pas aller à l'école. Une autre maladie dont le nom parle de lui-même,
c'est l'extreme pain disorder, donc la douleur extrême paroxysmique. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose dont qu'on a trop envie d'avoir. Et puis, le contraire, donc on dit ça c'est bien, c'est l'insensibilité congénitale à la douleur. En fait, ce n'est pas si bien que ça, parce que ça veut dire que c'est des gens, par exemple, qui ne sentent pas qu'ils sont en train de se brûler. Ou qui ne sentent pas qu'ils viennent d'avoir une fracture, etc. Alors, donc, de nouveau, donc ce papier de 2007, toujours publié dans Clinical Genetics, le journal de Michael Hayden, et un papier donc, de l'équipe de Michael Hayden. Mais il faut noter juste une chose, donc c'est un papier qu'on pourrait dire relativement standard, des pertes de fonction dans le gène NAV1.7 explique l'indifférence à la douleur ou l'absence de douleur congénitale dans des familles venant de plusieurs populations, puisqu'ils avaient 9 familles venant de 7 pays différents, dans lesquels des personnes atteintes avaient une indifférence congénitale à la douleur. Et donc par les stratégies qui étaient devenues des stratégies tout à fait classiques, comme beaucoup de ces familles étaient des familles consanguines, il s'agit de maladies récessives rares, donc qu'on trouve plus souvent dans des familles consanguines, ils avaient localisé le gène. C'était dans une région où il y avait des gènes codant pour des canaux sodium. Et en fait, ce gène-là, SC9A, on savait déjà qu'il était impliqué dans les aspects de douleur, mais dans ces pathologies avec une extrême douleur. Donc voilà un gène dont certaines mutations entraînent des pathologies caractérisées par des douleurs plus fortes que d'habitude, ou d'autres qui sont caractérisées par une absence de sensibilité à la douleur. Et effectivement, ce qu'il trouve ici, c'est donc pour l'insensibilité à la douleur, c'est une maladie récessive, donc il faut avoir les 2 allèles mutés, et les mutations sont des mutations de type perte de fonction. C'est-à-dire, quand on n'a pas de fonction de ce canal sodium particulier, on ne sent plus les douleurs, y compris douleurs abdominales. Donc ça, c'est les familles, hein, voilà, de différents pays. Et vous voyez les caractéristiques cliniques de ces familles. C'est un début congénital ou présent dans early childhood, donc de la petite enfance. Ils ont tous ces manifestations très très tôt. Lack of response to pain sur tout le corps, donc absence de réponse à la douleur par le pin prick test, c'est-à-dire qu'on pique avec des aiguilles et ils ne sentent rien. Et en fait, d'ailleurs, historiquement, il cite que c'est une maladie qui a été découverte en 1932 par quelqu'un qui travaillait dans un cirque. Vous savez, les gens qui se mettent sur les planches à clous. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, n'avait aucune sensation de planche à clous. Absence de réponse à une peine, à une douleur viscérale, tous. Mais par contre, tous les autres aspects sensoriels, tactiles, thermales, vibratoires sont normaux, ils sont tous d'intelligence normale. Voilà, alors, comme dit, alors on peut se dire, ah, c'est formidable de ne pas sentir la douleur, sauf que par exemple, celui-là, attendez, j'ai plus, voilà, celui-là, il a eu des amputations probablement des doigts de pied à cause d'infections que probablement il ne sentait pas, donc qu'il ne soignait pas.
il y a, voilà, ici, on a pu lui faire une cystoscopie sans anesthésique, mais là, il y a une appendicite absédentaire qui n'ont pas été soignées parce qu'ils ne sentaient rien, une automutilation de la langue bilatérale, de nouveau parce qu'ils ne sentaient pas, etc. Donc vous voyez des fractures sans douleur, etc. Voilà. Et donc voilà de nouveau, c'est une molécule transmembranaire avec évidemment ces régions transmembranaires. Et dans cette maladie-là, c'est uniquement des mutations de type perte de fonction. Vous voyez par exemple ici des codons stop ou des mutations frame shift, etc. C'est ce qu'on appelle une mutation, enfin une maladie récessive typique par perte de fonction. Et ça, c'était 2000. Le papier, il est de 2007. Alors, en fait, il y avait quelqu'un qui avait publié en 2006 la même chose sur les familles pakistanaises dans Nature. Donc, il avait été un peu. Il avait perdu la course, notre ami Michael Hayden. Et en fait, dès 2004, on avait trouvé l'implication de ce gène dans les problèmes de douleur, puisque dans l'érythérmyalgia, donc algia c'est pour douleur, et érythère parce qu'il y a des problèmes de rougeur des extrémités, il avait été trouvé comme des formes dominantes avec un faux sens, et là dans l'extreme pain, donc la douleur extrême paroxysmique, de nouveau une forme dominante avec des faux sens. Et donc, selon le faux sens, on peut avoir l'une des formes ou l'autre forme. Et puis, le même gène, mais là, inactivé chez la souris, avait montré qu'effectivement, chez la souris aussi, si on inactive ce gène, on trouve qu'il a une fonction dans la douleur chez la souris. Donc, gène bien connu. Alors, juste une chose, peut-être, j'avais oublié de montrer, en fait, dans le papier ici, de Michael Hayden. Parce que Michael Hayden, donc, c'est grand généticien, universitaire, Department of Medical Genetics à l'Université de British Columbia. Mais chaque fois qu'il trouve des choses intéressantes, ce bon monsieur, il a tout à fait raison, d'ailleurs, crée des boîtes, des startups. Et donc, quand vous regardez là, le travail, là, tous les auteurs qui ont un petit a, c'est-à-dire quasiment tous les premiers auteurs, après c'est des cliniciens, il vient tout de Xenon Pharmaceutical, une boîte créée par Michael Hayden, qui est également en British Columbia. Donc en fait, il avait tout de suite reconnu qu'un phénotype d'insensibilité à la douleur, si on trouvait le gène, ça pouvait indiquer une cible très intéressante pour des analgésiques. Donc il a préféré que cette recherche se fasse dans la boîte privée plutôt que du côté strictement académique. Hein, donc tous les premiers auteurs, là, c'est Xenon Pharmaceutical. Et bon, je crois que je vais passer. Et là, un autre article récent, alors 2012, de Michael Hayden, mais de nouveau avec ce Goldberg, et de nouveau Xenon Pharmaceutical, surtout, où, à partir du fait, ils se sont dit, voilà, ce canal sodium particulier, le 1.7, quand il ne fonctionne pas, il n'y a pas de sensation de douleur. En fait, il y a déjà des analgésiques qui ciblent les canaux sodium, mais qui ne sont pas spécifiques. Parce qu'on ne savait pas lequel était vraiment... ces molécules ont quand même des effets secondaires qui font qu'on ne peut pas les utiliser très longtemps ou pas aux doses qu'on voudrait quand il y a toujours de la douleur. Donc il s'est dit, les gens qui ont cette mutation dans le 1.7, visiblement, ils n'ont que ça. Ils n'ont pas les autres anomalies du système autonome qui sont liées aux autres canaux sodium, etc. Donc si on avait des inhibiteurs
de ce canal-là, on aurait des analgésiques qui seraient peut-être plus spécifiques. Et donc, il a commencé effectivement à chercher de telles molécules, et sa boîte, donc Xénon, là teste une molécule, et il s'est dit, voilà, les grands essais cliniques, ça coûte très cher. D'accord ? Et donc lui, ce qu'il propose, il dit, ben voilà, justement, on a des malades, ceux qui ont les mutations dominantes, dont j'ai oublié de vous dire qu'en fait, qui causent une douleur accentuée, en fait, c'est des mutations gain de fonction. Si vous perdez la fonction de ce canal sodium, vous devenez insensible à la douleur. Si au contraire, vous avez un gain de fonction, et notamment, il reste actif plus longtemps qu'il ne devrait, vous avez une douleur exacerbée. Donc, il se dit, on va pouvoir voir si notre molécule a un effet plus facilement chez les gens qui ont une douleur exacerbée, parce que justement, ils ont une mutation dans ce gène NAF17. Et donc, il fait cette étude juste sur 4 patients qui ont cette maladie très rare de l'érythérmyalgia, et montre, en disant que ça doit être interprété avec précaution, qu'il y a un effet, effectivement, de diminution de la douleur chez ces 4 patients dont la douleur est due à ces mutations, gain de fonction de ce canal sodique. Et donc, ils disent que ceci suggère un effet analgésique. Bien entendu, il faut faire attention parce que c'était un essai clinique juste sur 4 personnes. C'était un essai clinique sur 2 jours seulement, donc on ne sait rien d'effet à long terme. Mais dans la discussion, il dit ça suggère que pour certains tests thérapeutiques, on peut avoir un avantage à tester des gens qui ont des maladies rares mendéliennes, qui ont une maladie plus sévère que la maladie commune. Et notamment, à l'heure actuelle, il y a des essais cliniques, par exemple, il y a pour le cancer du côlon, où il y a des formes dominantes de cancer du côlon, et les gens utilisent des cohortes de gens qui ont ce type de mutation, et donc un risque de cancer du côlon beaucoup plus élevé que celui de la population générale, pour tester des stratégies de prévention pharmacologique, de prévention du cancer du côlon. En disant c'est plus facile de mesurer un effet chez des gens qui ont 50% de risque de développer un cancer du côlon dans les 10 ans qui viennent, que si vous avez une cohorte où la probabilité d'avoir un cancer du côlon dans les 10 ans qui viennent est de 3%. D'accord ? Voilà. Et je vais juste terminer parce que je trouve que M. Michael Hayden, donc voici la photo, est quand même quelqu'un d'assez étonnant. Je le connais un peu. C'est aussi un grand spécialiste de la maladie de Huntington. C'est aussi un spécialiste de formes d'hyperlipidémie. Et il a développé, notamment avec une des 3 boîtes de biotechnologie qu'il a créées, la première thérapie génique qui a été approuvée comme médicament contre le déficit en lipoprotéine lipase, qui est une hyperlipidémie. Donc c'est la première thérapie génique qui est allée jusqu'à l'obtention, je dirais, en tout cas en Europe, pas encore aux États-Unis, de l'autorisation comme médicament, alors que toutes les autres thérapies géniques, pour le moment, se font quand même dans des protocoles de recherche et universitaires. Voilà. Donc il est professeur de génétique médicale à British Columbia, Canada Research Chair in Human Genetics, c'est quelque chose de très prestigieux au Canada, directeur du centre de médecine moléculaire à Vancouver. Il a fondé 3 compagnies de biotechnologie. Et puis, il est maintenant également directeur du programme translationnel en médecine génétique à Singapour. Et depuis 2012, il a été nommé
président de Global Recherche et Développement et Chief Scientific Officer, CSO, c'est-à-dire le responsable scientifique d'une des 15 plus grosses boîtes mondiales de médicaments, qui s'appelle Teva, qui est en Israël. Donc je ne sais pas comment il fait tout ça. Et d'ailleurs, à Teva, c'est la boîte que vous connaissez, vous avez certainement des médicaments chez vous, Teva, parce que c'est la boîte de générique, en fait. Ils ont commencé par le générique. Ils ont aussi commencé parce qu'en Israël avait été développée une thérapie contre la sclérose en plaques, enfin pour ralentir le Copaxone, et donc c'est eux qui ont les droits sur Copaxone. Et puis Michael Hayden dit que, donc à la tête de la recherche et développement de Teva, il veut développer justement cette recherche pharmaceutique basée sur les maladies rares et notamment aussi la maladie de Huntington. Donc c'est juste pour dire que contrairement aux généticiens médicaux en France, il n'y en a pas beaucoup, sauf peut-être Daniel Cohen, qui a été le seul à... Mais alors lui, il a quitté complètement l'académie pour aller dans le privé, tandis que M. Michael Hayden est arrivé à rester à la fois avec un pied ou même plusieurs pieds dans l'académique et plusieurs pieds dans le privé. Donc je trouve que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, est-ce que son analgésique va marcher ou pas? Time will tell. En tout cas, je crois que je vais... Ben voilà, on a terminé. On peut passer 5 minutes si vous avez des questions.